C'est le Culture Mag. Vous êtes avec nous pour suivre l'actualité des arts et des spectacles à travers le monde. Au sommaire aujourd'hui, des hommes nus au musée d'Orsay, du jazz avec Avishai Cohen et comme tous les jours, les highlights à ne pas manquer. Mais on commencera avec ce reportage sur un aspect méconnu de la carrière de Leonard Cohen. Il y a 40 ans éclatait la guerre de Kippour et le chanteur canadien rejoint les soldats pour chanter à leur côté. Bonjour et merci d'être fidèle à i24 News et on passe à présent à ce qui fait le buzz sur la planète culture. On connaît désormais les 76 films étrangers qui ont été approuvés pour avoir une chance d'être sélectionnés aux Oscars. Parmi eux, 5 seront nominés. Le film israélien Bethléem de Yuval Adler ainsi que le film Omar du Palestinien Hani Abouassa font tous deux partie de la liste des compétiteurs. Autre nom présent, Wong Kar-wai qui représente Hong Kong avec son dernier film d'art martial The Grand Masters et Asghar Farhadi pour l'Iran avec son film The Past qui a été notamment tourné à Paris et qui retrace le divorce d'un couple. Et en Inde, tout ou rien, Woody Allen a préféré le rien. La loi anti-tabac voulait censurer les cigarettes à la bouche de ses personnages dans son dernier film Blue Jasmine, une intrusion intolérable pour le réalisateur qui a préféré priver le public indien de son film plutôt que de le voir perturbé par cette censure. Et pour terminer ces news, la chanteuse britanno-sri-lankaise M.A.A. va collaborer avec Versace pour une collection inspirée du street style. C'est ce qui a été annoncé hier, une collection de 19 pièces basée sur les copies de Versace que l'on peut retrouver sur les différents marchés de rue de Londres et qui revisitera les célèbres symboles de la marque, à savoir la méduse ou encore les médaillons. M.A.A. est la dernière musicienne en date à avoir sa propre ligne de vêtements. La chanteuse Rihanna avait créé une collection pour Armani et Kanye West avait lui collaboré avec APC. Mais on commence ce journal tout de suite avec cette information qui a bouleversé le monde des spectacles hier, la disparition d'un grand maître, Patrice Chéreau, homme de théâtre, homme de cinéma. Chéreau était aussi talentueux sur scène que derrière la caméra. Depuis les années 80, il prend la tête du théâtre des Amandiers de Nanterre. Après avoir mis en scène quelques opéras, dont Don Giovanni, il passe au cinéma. En 1994, c'est lui qui réalise la grande fresque cinématographique La Reine Margot, coécrit avec Daniel Thompson. Un film qui vaudra à l'équipe 5 Césars, dont celui de la meilleure actrice à Isabelle Adjani. 4 ans plus tard, le réalisateur revient au grand écran avec Ceux qui m'aiment prendront le train, un film qui lui permet de décrocher le César du meilleur réalisateur. En 2000, Patrice Chéreau tourne pour la première fois en anglais. Ovationné par le public, il est également par la critique. Intimité remporte l'Ours d'Or à Berlin. S'il fut un réalisateur prolifique dans les années 2000, il n'écarte pas pour autant le théâtre et l'opéra. En 2007, il monte Tristan et Iseut à la Scala de Milan sous la direction musicale de Daniel Barenboim. Son dernier film, Persécution, est présenté en 2009 à la Mostra de Venise. Il y dirige Romain Duris, Charlotte Gainsbourg et Jean-Hugues Anglade. Enfin, cet été, il triomphe au Festival d'Aix-en-Provence avec sa mise en scène d'Electra. Patrice Chéreau a tiré sa révérence hier des suites d'un cancer du poumon, on le rappelle, à l'âge de 68 ans. Le monde des arts a perdu un artiste aux multiples talents, donc réalisateur, metteur en scène de théâtre, d'opéra et scénariste. Il travaillait sur la mise en scène de Comme il vous plaira de Shakespeare, créateur jusqu'au bout. Les réactions ne se sont pas fait attendre. François Hollande, le président de la République française, l'a décrit comme l'un des plus grands artistes français. Il faisait la fierté de la France partout dans le monde. Jean-Michel Ribes, lui, s'est souvenu d'un homme libre. Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui avait nommé Patrice Chéreau au Théâtre des Amandiers, a rappelé que le réalisateur était à la fois un poète et un peintre de la scène. Il nous manquera à nous aussi, bien évidemment. On passe à notre reportage. Durant la guerre d'octobre 1973, la guerre de Kippour, beaucoup d'artistes israéliens se sont retrouvés au front pour remonter le moral des troupes. Mais personne ne s'attendait à ce que la star internationale, Leonard Cohen, ne vienne se joindre au rang. Le retour avec Uri Shapira et Sandy Fortis sur 2 histoires croisées, celle d'un musicien et celle d'un pays. Israël, 6 octobre 1973, Yom Kippour, le jour du jugement, le jour le plus important du calendrier juif. Les rues sont vides, quand soudain, une sirène rompt le silence. Israël est pris au dépourvu, attaqué par surprise par 2 des plus fortes armées de la région.
C'était une surprise totale. Quand on est arrivé à la base, il n'y avait rien, pas d'équipement. En gros, on était tout nus. Au milieu de cette obscurité, des musiciens, acteurs et comédiens tentent d'apporter un peu de joie aux soldats sur le terrain. De nombreux artistes israéliens sont recrutés pour cette mission et dans toute cette folie, une photo se distingue des autres. Entre les tanks et les soldats, en plein désert, le chanteur légendaire Leonard Cohen. Mais que fait le musicien canadien aux côtés du général Ariel Sharon? Oshik Levy, l'un des grands musiciens israéliens de l'époque, se souvient de sa rencontre avec Leonard Cohen. J'arrive à Tel Aviv, je me rends au café Pinati, très fréquenté par les artistes, et je vois Leonard Cohen assis avec Uri Levy. Je les rejoins et je leur demande « Leonard Cohen, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répond « J'ai entendu que le peuple juif était en guerre, alors je suis venu pour aider. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense que je vais aller travailler dans un kibbutz. » « Quoi ? Tu vas travailler dans un kibbutz ? Viens avec moi, tu vas chanter. » Je ne sais pas, mes chansons sont plutôt tristes. Alors je lui dis « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Kobi était officier dans les renseignements pendant la guerre. Il se souvient d'un moment particulier, après le cessez-le-feu, où les soldats s'attendaient à assister à la prestation d'un artiste israélien, mais à la place, ils ont eu la chance de voir le célèbre Leonard Cohen. Nous étions en patrouille et on nous a dit qu'un artiste allait chanter. On ne savait pas qui c'était et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Alors, quand on est arrivé sur place, on était surpris de voir Matti Caspi et Leonard Cohen en train de chanter entourés de soldats. La guerre a beaucoup affecté Leonard Cohen. Au départ, il était fasciné, il se sentait investi d'une mission, mais les horreurs de la guerre l'ont amené à voir les choses sous de différentes perspectives. On parlait de religion, de gens, de tout ce qui se passait pendant la guerre et de ce qui se passera après la guerre. Tout un tas de questions philosophiques. Cette expérience a aussi été une source d'inspiration pour Leonard Cohen. Elle a donné naissance à l'une de ses chansons les plus connues, Lover, Lover, Lover. Cette chanson, j'ai écrite pour les Égyptiens et les Israélites pendant la guerre de la Sinaï. Autre chanson inspirée par la guerre, Who by Fire. Cette chanson reprend une prière juive récitée le jour de Yom Kippour. Compte tenu de ce que Leonard Cohen a vécu pendant la guerre, les paroles prennent une toute autre dimension. Un jour, on chantait sur le terrain et on nous a dit « Stop, on doit tirer ». Et boum. Et puis on a repris où on s'était arrêté. Oshik Levy et Leonard Cohen sont restés en contact après la guerre. Avec le temps, leur relation s'est évanouie. Le musicien canadien n'est revenu en Israël qu'en 2009, l'occasion pour lui de boucler la boucle en chantant Lover, Lover, Lover pour la première fois depuis des années. 40 ans plus tard, la guerre de Kippour est encore une blessure ouverte pour la société israélienne. Le bruit des bombardements résonne encore dans les milliers d'oreilles de ceux qui ont vécu ce conflit qui a bouleversé la région. Mais pour certains, les chansons de Leonard Cohen, comme lui-même aime le dire, font office de bouclier, un bouclier contre l'ennemi. Et oui, la musique adoucit les mœurs. À suivre, la nouvelle exposition du musée d'Orsay, on vous l'annonçait dans le sommaire. Elle met en scène des hommes à nu et ça va jazzer avec notre portrait d'Avishai Cohen, le célèbre jazzman. Mais tout de suite, ce sont les highlights de David Combat. Au musée du Prado à Madrid, une exposition retrace le travail de portraitiste effectué par Velázquez entre 1650 et 1680. Spécialiste du portrait courtisan, il fait un séjour à Rome où il peint le pape Innocent X. Et lors de son retour en Espagne, il effectua des portraits du roi Philippe IV et de sa cour. Au total, ce sont 18 œuvres du peintre baroque qui sont présentées au public jusqu'en février 2014. Le Grand Palais accueille la première rétrospective depuis plus de 50 ans consacrée au peintre suisse Félix Vallotton. Né en 1865, il est considéré comme ayant su faire le trait d'union entre les 19 et 20e siècles. En 1893, il rejoint le mouvement post-impressionniste Nabi de Sérusier et Bonnard. Féru de travail, il laisse derrière lui plus de 1700 peintures et gravures sur bois. Retrouvez un échantillon de son œuvre au Grand Palais jusqu'au 20 janvier prochain. À Amsterdam, le musée Nieuwkerk propose une exposition sur l'histoire de la dynastie Ming qui régna sur la Chine entre le XIVe et XVIIe siècle. Préparée en collaboration avec le Nanjing Museum,
seront présentées des porcelaines et autres objets anciens, mais aussi une série d'esquisses érotiques provenant du fonds Berthollet. Au travers de ces œuvres, vous pourrez découvrir le rayonnement culturel et artistique de cette dynastie en Chine et les répercussions qu'elle a eues notamment aux Pays-Bas avec le bleu de Delft. À découvrir jusqu'au 2 février 2014. Et je vous emmène à Paris, rive gauche. Le musée d'Orsay accueille une toute nouvelle exposition qui met l'homme à nu, littéralement. De la peinture classique à la sculpture moderne, en passant par la photographie, l'homme y est représenté dans tous ses états. Bonne visite avec Avery Rosenzi et David Gombin. Le musée d'Orsay se dévergonde avec sa nouvelle exposition Masculin, masculin. Le célèbre musée parisien nous montre l'homme sous toutes les coutures, un rassemblement unique d'œuvres d'art mettant en scène des hommes en tenue d'Adam. Je pense que ce genre d'exposition aurait été impossible il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, au bout de 7 ans à la tête du musée d'Orsay, et dans une ville comme Paris, qui est quand même une des villes les plus permissives du monde, on se permet de faire cette exposition. Près de 200 hommes nus sont représentés dans différentes œuvres d'art datant de 1800 à nos jours. On y retrouve des pièces célèbres comme Faune Barberini, le portrait d'Eminem de David Lachapelle et le père mort de Ron Mueck. Les œuvres, installées dans le musée sans suivre d'ordre chronologique, représentent l'homme de différentes façons, du portrait parfait inspiré du mythe grec, très néoclassique, en passant par l'esprit 19e où l'on utilisait divers stratagèmes pour dissimuler le sexe, pour en arriver à des interprétations plus modernes. Sous la Révolution française, le nu masculin, ça représente la vertu, le retour à la République, alors qu'aujourd'hui, c'est plus tellement ça, c'est plutôt la beauté homosexuelle qui nous touche. Aujourd'hui, il en faut beaucoup pour choquer le public, mais cette accumulation d'organes génitaux masculins a quand même réussi à faire quelques vagues. Une question se pose alors, pourquoi la nudité masculine gêne-t-elle plus que la nudité féminine ? Il y a quand même une gêne pudibonde qui a toujours existé et qui aujourd'hui saute, parce que tous les verrous moraux, je pense, sautent les uns après les autres. L'exposition avait fait scandale à Vienne. Le public parisien sera-t-il aussi prude ? Le musée d'Orsay ne semble pas inquiet. Ces 20 dernières années, Avishai Cohen a mené une révolution tranquille au sein du monde de la musique, un style éclectique transcendant les genres qui l'a placé au premier plan du jazz contemporain, mélangeant des mélodies moyennes orientales à des rythmes latinos. Gaby Tartakovsky et David Gombin ont brossé son portrait. Avishai Cohen est avant tout bassiste, mais l'apprentissage du piano pendant son enfance l'a beaucoup influencé et on retrouve cet instrument dans nombre de ses compositions. Après s'être installé à New York au début des années 1990, Avishai Cohen devient une figure importante du milieu du jazz dans cette ville. Mais il perce réellement après avoir reçu un coup de fil du pianiste de légende Chick Corea, qui lui propose de l'accompagner sur scène. En 2003, le bassiste débute sa carrière solo et fonde son propre label ainsi que son propre groupe. Aujourd'hui, le Avishai Cohen Trio est considéré comme l'un des meilleurs combos au monde. En mai dernier, Avishai Cohen remporte le prestigieux Echo Jazz Award du meilleur bassiste de l'année, un prix qui n'a fait que renforcer sa stature au niveau international. Son style innovant et éclectique a suscité un intérêt pour les nouveaux talents du jazz israélien en général, ouvrant la voie d'un âge d'or pour le jazz du pays. Ces dernières années, Avishai Cohen a chanté en hébreu, en anglais, en espagnol et en ladino, le dialecte des juifs espagnols, ce qui témoigne de ses diverses sources d'inspiration. De tempérament d'ordinaire calme, le chant est une manière pour lui de troquer sa timidité de musicien pour l'expansivité d'une rockstar. Cet automne, l'artiste part en tournée mondiale avec des étapes aussi variées que la Suède, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Il sera également présent au Festival de Jazz et de Barcelone, mais aussi au mythique Olympia de Paris. Et le jazzman était présent dans nos studios. C'était hier sur i24 News. Il parle de son identité musicale. Écoutez-le.
Vous savez, sur la scène jazz, je ne suis pas vraiment associé avec Israël. C'est plus une scène internationale et le fait qu'il y ait beaucoup de musique instrumentale, principalement... Vous savez, j'ai commencé ma carrière à New York où j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Donc au départ, j'étais plutôt considéré comme un jazzman new-yorkais. Mais je suis fier et heureux d'être israélien et ça ne va pas changer. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci, au revoir, bon retour sur la planète Terre.